présentation de toutsurlehockey.com. Mercredi 31 mars 2021, bienvenue dans le 26e épisode du TSLH Podcast. Pour cet épisode, on vous a réservé un petit segment spécial qu'on offre à nos auditeurs depuis le lancement du podcast, en fait. On va traiter de notre top 32 pour le repêchage 2021. Donc, moi et Pascal, que je salue d'ailleurs au passage. Bonsoir. Yes. On va vous offrir pour cet épisode-là nos top 32 de mi-saison pour le repêchage 2021. En ce moment, on a plusieurs matchs de regarder. On est au beau milieu de nos travaux. Puis, on va partager nos rankings parce que, Pascal, moi, j'ai aucune idée c'est quoi ton ranking présentement pour le repêchage. Pour ma part, je l'ai publié surtout sur lehockey.com. Le texte est toujours accessible sur le site. Sinon, il est aussi accessible sur mon compte Twitter également, tout comme celui de Pascal éventuellement qui va s'y retrouver. Je suis pas mal assuré. Oui, sûrement la semaine prochaine. Donc, ouais, c'est ça. Puis il va y avoir un texte aussi, Pascal, je crois qu'il va être relié à ça. Ouais, un texte puis un beau petit tableau. Bon, parfait. On s'y retrouve toujours mieux avec un bon vieux petit tableau. Pour l'épisode, pour la première partie, en fait, du top 32, on va procéder ainsi, c'est qu'on va partir de la position 32, puis on va monter jusqu'à la position 16 pour la partie 1. Puis, la semaine prochaine, on va vous offrir le top 15 de notre ranking en partant de la position 15 à la position 1. Je tiens à rappeler aux auditeurs que ce n'est pas un mock draft parce que, évidemment, il n'y a pas d'ordre établi pour le repêchage. Puis, le principe d'un ranking, c'est de classer les espoirs en fonction de nos visionnements, en fonction de nos préférences, en fonction de nos observations qu'on a faites dans les matchs qu'on a regardés. Donc, évidemment, il n'y a pas de consensus à y avoir ici. En tout cas, moi, Pascal, habituellement, là, tu vas être d'accord, là, on voit sensiblement les mêmes choses à l'occasion, mais ça se pourrait qu'on ait des petits débats, des petits échanges, au niveau des classements de nos joueurs, parce que c'est vraiment par préférence qu'on y va dans un ranking. Puis on rank pas les joueurs qu'on n'a pas vu jouer. Ou qu'on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait du nombre de visionnements. Exact, c'est drette là que je m'en allais, c'est que les joueurs qui n'ont pas commencé dans la OHL et qui se sont pas trouvés un club présentement, que ce soit en Europe ou que ce soit en USHL, exemple, on les a pas classés. Parce que la raison est fort simple, c'est que on a accès à des matchs l'an passé. Moi, mettons, pour ma part, j'ai déjà une bonne idée des joueurs qui vont recommencer à jouer au OHL où je vais les classer en raison de visionnement de matchs l'an passé, mais vu qu'on n'a pas d'échantillon pour cette année, c'est comme difficile de savoir un peu la progression de ces joueurs-là. Exact. Donc, on va commencer immédiatement avec la position 32 à 30, parce qu'on va y aller par bloc de 3 joueurs. Puis, on va échanger par rapport à si on a des différences, puis on va vous parler un petit peu du potentiel des joueurs, puis des observations qu'on a sorties de nos visionnements. Donc, moi, au numéro 32 du programme national américain, j'ai l'ailier gauche Sacha Pastoujov, un attaquant ailier gauche, comme je mentionnais, au rang 31. J'ai Carson Sulzman des Brooks Bandits dans la AJHL. Puis,
au 30e rang, j'ai Mason McTavish. Sauzman, qui est un défenseur, j'ai oublié de le mentionner, et McTavish est un ailier gauche centre. Il peut jouer les deux positions selon ce que j'ai pu observer. McTavish, les matchs que j'ai regardés, jouait dans la Swiss League, qui est la deuxième ligue en Suisse, avec le EHC Olten. Donc, pour mes 3 premiers, c'est les 3 joueurs que j'ai classés en fin de ranking. Pascal, de ton côté, ça ressemble à quoi? Écoute, bonne nouvelle, on n'a aucun joueur, qui vont se ressembler pour ce segment-là. Moi, au 32, j'ai mis Scott Morrow, qui joue dans la high school aux États-Unis pour St. Mary's. Défenseur droitier, qu'on va parler un peu plus en détail tantôt. Après ça, au 31e rang, j'ai un gars de chez nous, Zachary Lheureux, des Mooseheads d'Halifax, un centre qui peut aussi jouer aux ailes, qui joue avec un certain edge, qui a tendance à se faire suspendre, mettons. Et au 30e rang, j'ai mis Logan Mailloux, ou ben Logan Malou, comme ils disent en Suède, dans la hockey Etan. Encore une fois, c'est un défenseur droitier, avec beaucoup de talent. Si j'ai à parler des 3 ensemble, pourquoi je les ai mis là? L'heureux, selon moi, est pas le plus talentueux, mais le plus safe des 3, à mes yeux, là, dans ce que j'ai mis là, pour se rendre dans le national de hockey. Puis les 2 autres, j'ai eu beaucoup de misère à les classer dans mon top, parce que ils jouent pas dans des ligues très connues, hein, que moi je connais beaucoup. Donc j'ai la misère à évaluer un peu leur talent, puis ils dominent dans les ligues qu'ils ont joué. Donc toujours plus dur parce qu'ils n'ont pas une grosse opposition. Fait que c'est pour ça que j'ai mis assez loin. Ils pourraient très bien se retrouver plus haut. En fait, c'est des bons candidats pour monter dans mon ranking, puis pour être des surprises au repêchage même, comme McMullin ou bien China Hove l'année passée en 2020. Là. Et pour tes choix, moi, j'ai même pas classé McTavish et Sulmans. McTavish, parce que je l'ai juste vu 2 fois et demi. En fait, avant que le podcast commence, j'ai regardé McTavish jouer. Puis Sulmans, je l'avais regardé jouer au début de saison, mais j'ai pas fait de nouvelles rondes de visionnement, fait que j'ai préféré l'enlever de mon top, mais c'est clair qu'il va être dans mon top 32 de fin d'année, parce que je sais qu'il est très bon, mais je me souvenais plus vraiment, même j'avais des notes, là, mais je me souvenais plus vraiment de ce joueur-là, fait que j'ai préféré l'enlever, mais c'est clair qu'il va être là éventuellement. Ben, moi, je te dirais que présentement, dans les joueurs que tu as mentionnés, Scott Morrow est de mon top 32. On va y revenir très, 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 très bientôt. Là. Il va sortir dans les 3 prochains. Mais pour Zach Lheureux et Logan Mailloux, ben, je vais commencer par Mailloux. En fait, moi, présentement, là, je l'ai 45e. Puis, je penserais pas que je vais le re-regarder. Là. Mais là, corrige-moi si tu me trompes, il passe pas la saison en hockey Etan. Il s'en va dans CHL. Il me semble qu'il revient dans CHL très bientôt. Là. Je regarde ça. Il va revenir dans la OHL pour les Knights de London d'ici la fin d'année, si la saison recommence. Fait qu'on va avoir quand même une bonne idée de sa progression avec une opposition qu'on connaît. Ben, c'est ça. Moi, je pense que je vais attendre avant de peut-être le considérer pour mon top 32, de le voir en OHL parce que moi, présentement, je le vois plus comme un gars de 2e ronde. Puis il y a des défenseurs que je préférais à lui. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai au 45e rang. Zach Lheureux, je l'ai au 46. Moi. C'est correct. Moi, c'est pas un attaquant qui me plaît tant que ça. Je sais qu'il y a du skills, il y a du grit, mais moi, c'est sa tête folle, entre guillemets, que j'aime moins un peu. L'exemple est peut-être un peu drastique, puis je vais en venir après un exemple qui m'a été offert en comparaison, puis j'ai vraiment apprécié. Mais moi, au début, ce que je trouvais, c'est que Zach Lheureux, moi, un joueur comme Zach Cassian, je repêche pas ça en première ronde. Puis ça, c'est une préférence vraiment personnelle.
Puis à ça, on m'a dit, ouais, Zach Cashin, c'est une comparaison assez forte. Puis on m'a proposé Michael Ferland comme comparaison pour l'heureux. Puis j'haïssais pas ça, mais ben un Michael Ferland, je repêche pas ça en première ronde non plus. C'est pour moi. Fait que moi, c'est pour ça que présentement, le produit des Mooseheads n'apparaît pas dans mon top 32. Je le vois quand même, tu sais, parce que les joueurs que je classe pas dans mon top 32, j'y vais d'une petite projection là, qui est vraiment propre à moi-même. Puis, tu sais, j'ai marqué early second pour l'heureux. Là. Fait que, tu sais, je m'attends quand même à ce qu'ils sortent, mettons, fin de première, début deuxième. Là. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'est pas... c'est un joueur qui tire beaucoup au filet, mais il est assez prévisible dans ses jeux, je trouvais. Puis j'aimais moins ça. Comment on me l'avait vendu, l'heureux, c'est que c'était un joueur qui était très impliqué physiquement, qui était super bon offensivement. Ses qualités offensives ressortent, mais ce que je trouvais, c'est que son implication physique, souvent, c'était par frustration, c'était par indiscipline. T'sais, le premier match que j'ai regardé, tirer la rondelle vers un arbitre parce que l'autre équipe a mis ça tie game. Ça commençait pas bien mon scouting pour lui, mettons. Non, ça, c'est sûr qu'il y a un petit tempérament, mettons. C'est clair, il y en a un. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est juste que il a le physique de l'emploi. Tu sais, oui, il est 5 et 11, mais il est 196 livres. Tu vois qu'il a le potentiel de devenir quelqu'un d'assez physique dans la Ligue nationale de hockey. Puis, il joue avec des gars talentueux, puis il est capable de les suivre. C'est une des choses que j'ai beaucoup aimé chez lui. Tu sais, Zach Cation, ne vois pas qu'il est capable de suivre McDavid, là. Fait que je le vois plus talentueux que Cation. Je trouve que Ferland, c'est quand même une très bonne comparaison. Mais tu sais, si tu repêches un gars 30e, ou bien 31e, 32e, puis qui a la carrière de Ferland, sans les blessures, mettons, là, ben je trouve ça quand même pas si pire. Mais moi aussi, je le vois quand même early second. Mais j'aime ce joueur-là. J'aime ce profil-là de gars qui est bon. Surtout en offensive. En défensive, c'est un peu plus difficile, même s'il joue sur le piqué. Il est pas toujours top. Mais ça s'apprend, c'est pas un problème pour moi. Puis c'est pas mal ça. Pour Mailloux, que t'as classé un peu plus loin, ben entre Mailloux, Morrow, Bayum, qui est un Boyum, en tout cas, je sais pas comment dire, puis que Sulmans, c'est quatre défenseurs très semblables qui jouent dans des ligues un peu inconnues, qui ont été difficiles à classer pour moi, puis qui ont le même profil. Fait que tu sais, moi je suis allé avec le talent brut que je vois. Puis Morrow, il a un talent brut incroyable, il fait ce qu'il veut sur la patinoire, sans suivre nécessairement ce qu'on fait d'habitude dans une game de hockey. Lui, il fait ce qu'il veut, dans le fond. Fait que c'est pour ça que j'ai mis 32e. D'après moi, ça va faire peur à certains recruteurs. Contrairement à Boyum puis Mailloux, qui suivent un peu plus le schéma normal, mais ils ont peut-être moins de potentiel maximal offensivement. Moi, un des joueurs que j'ai monté dernière minute dans mon top, c'est mon 32e, Sacha Pastujov. On dirait qu'au début, il me laissait un peu beige. Je trouvais qu'il était très bon. Il est très, très, très fluide. Mais les premiers matchs que j'ai regardés, c'était ses matchs l'an passé. Je voulais un peu me familiariser avec son potentiel. Puis on dirait que les matchs que j'ai regardés cette année, gros step de prix. Je trouve qu'il joue vraiment une game complète. Tu sais, c'est une game vraiment clean qu'il joue. Peu importe où il est utilisé. Que ce soit en désavantage, que ce soit en avantage numérique. Puis c'est un gars qui est vraiment très smooth dans son patin et son contrôle de rondelle. Puis c'est un gars qui est vraiment jeune pour le repêchage. Fait que je trouvais qu'il méritait sa place. Puis tu sais, il a monté dernière minute, puis je le vois pas vraiment comme je le vois plus comme un riser pour, mettons, mon ranking final, plus que ses chances sont plus élevées de monter. On va finir par le dire. Ses chances sont plus élevées de monter dans mon ranking que d'être exclu de mon top 32. Puis, tu sais, pour Mason McTavish, j'ai bien aimé son passage en Swiss League, puis mon espèce de phare,
parce que tu t'en parles souvent, Pascal, du principe de phare, là, pour vraiment indiquer un bon comparatif pour savoir dans la progression. Ben, mon phare, c'était Brennan Othman qui jouait avec. Puis Othman, je trouvais qu'en Swiss League, c'était pas super bon comme rendement. Je l'ai pas dans mon top 32, mais je trouvais que McTavish, quand il est arrivé dans la Swiss League, était beaucoup plus à l'aise, produisait beaucoup plus d'offensives. Fait que pour moi, c'était clair qu'il était, ben là je l'ai 30, mais c'était clair qu'il était dans mon top 32. Puis Soulsman, ben prototype de défenseur à gros gabarit, un défenseur droitier qui génère de l'offensive. Au début, je trouvais que couper le centre comme défenseur, c'était plus difficile, mais j'ai vu une petite progression à ce niveau-là, fait que c'est pour ça que je l'ai placé 31. Là. Et Pastujov, on l'aura dans mon ranking, on l'aura pas dans cet épisode-là, il va être dans le prochain. Je l'ai très haut dans mon ranking. Très haut. Ouais, j'aime ça. C'est bien correct. J'adore ce jeune-là. Je le trouve vraiment calculateur, pas mal plus cérébral que réactionnaire, dans le fond, sur la glace. Fait qu'il est pas super dynamique. Il a pas un super bon patin non plus, puis c'est son gros défaut. Mais il y a une des meilleures paires de mains, je trouve, de ce repêchage-là, surtout dans ceux-là que j'ai vus. Là. J'ai vu environ 70 joueurs jusqu'à date. Fait que j'ai une bonne idée quand même des paires de mains de ce repêchage-là. Là. Mais très cérébral, fabricant de jeu hors pair. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Il n'y a pas assez de patins pour être dans le top 10, dans mon top 10. Mais dans le top 15, tout le reste, dans le fond, fait tellement que je l'ai mis assez haut dans mon classement. Là. On va le voir assez tôt dans le prochain épisode, là, mais ça, il est haut. Mais Pastujov, c'est un genre de joueur qui, tu sais, parce que je pense qu'on est d'accord, mettons, je fais une parenthèse avec Fabien Loucel. Oui. Loucel, c'est un gars qui est capable d'agir dans la rapidité, qui joue la game très rapidement. Oui. On dirait que Pastujov, toute la game se passe au ralenti. Oui, c'est ça. Puis c'est fluide, puis il choisit exactement sa bonne trajectoire pour passer à travers les joueurs, puis il fait ça tout en fluidité. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu une belle progression pendant la saison, puis c'est pour ça qu'il a grimpé finalement dans mon top 32. Là. C'est un talent que tu peux pas ignorer, c'est juste ça. Puis que ça m'étonnerait pas qu'il sorte très haut, au repêchage même en juillet. Mais c'est à cause de son patin, puis il est pas super gros, je pense. Il est 6 pieds 174 livres. Il est juste bien dans la moyenne. Fait que on verra où il va sortir, mais d'après moi, le monde va aimer son talent. Mais c'est tellement un coup de dé cette année, le repêchage, que ça peut être n'importe quoi. Là. Ben, tu sais, si on peut faire un peu de pouce sur ton affirmation, c'est que, tu sais, cette année, le draft, il n'y a pas de talent excessivement élite, mais du 15e rang au peut-être 50-60, on s'entend pour dire qu'il y a des très bonnes chances que tu pognes un joueur au même potentiel. Exact. C'est vraiment intéressant pour, mettons, les équipes qui ont plusieurs choix de deuxième ronde. Mettons. Hey, faut pas les liquider. Faut pas les liquider. Puis, on garde ça. On s'entend qu'on parle du Canadien avec cette affirmation-là, là, mais tu sais, le Canadien, possiblement qu'ils vont repêcher en dehors du top 15. Je m'attends à ce qu'ils repêchent même peut-être dans le top 20 dans ce coin-là, dépendamment de la fin de la saison. Mais tu sais, du top 20 jusqu'à la fin de la deuxième ronde, ça se peut que tu aies 3 joueurs au même potentiel sensiblement. Fait que, exact. Fait que ça va être de voir comment Bergevin va manœuvrer avec ça. Exact. Mais, pour les 3 prochains, tu veux-tu que j'y aille? J'allais dire, le but n'étant pas de parler de la stratégie du Canadien, mais bien de notre top 32. Je vais te laisser la parole, ouais. Je vais te laisser y aller avec ton 29, 28, 27. Parfait. Je vais y aller direct avec probablement un de tes préférés. Pas mal sûr que c'est un de tes préférés de la séance, celui-là. C'est un Suédois. Simon Robertson. Je l'ai 29e. Je sais que c'est bas comparativement à plusieurs sur le net, puis je vais m'expliquer plus tard. Ensuite, en fait, tu m'expliqueras ça.
Ouais, je vais t'expliquer ça. C'est un droitier qui joue à l'aile droite. Il a joué dans la National, dans la SHL. Il a-tu joué dans l'Allsvenskan? Je me souviens plus. Bref, il a joué en Suède principalement. Ensuite, un autre Québécois, il me semble Québécois en tout cas, qui joue dans la LHJMQ, on va y aller safe. Zach Dean, au 28e rang. Un gars que j'adore, qui peut tout faire. Il n'a pas nécessairement le potentiel offensif le plus élevé de la cohorte de la LHJMQ cette année comparativement à Bolduc ou autre, mais j'adore sa drive. Bref. Ensuite, Sean Behrens, je l'avais mis très très haut dans mon premier classement de défenseur. Ah, moi aussi. Mais 5 pieds 9, 174 livres, tu sais. Il est petit, là. Il a beau jouer vraiment physique. Sérieux, je pense que c'est le défenseur le plus physique cette année, de ce que j'ai vu à date. Là. C'est, à part, mettons, Roman Schmid. Mais Roman Schmid, il est pas fort. Sean Behrens est le gars le plus physique chez les défenseurs de mon top, en tout cas. C'est vraiment lui. C'est pas lui qui a le meilleur potentiel physique dans le national de hockey, mais c'est lui qui a le plus physique. Il joue pour le programme américain là, des moins de 18 ans là, dans la USHL. Défenseur que je tombe en amour direct quand j'ai commencé à le regarder jouer. Là, je l'adore. C'est un gaucher. Alright. Moi, je vais enchaîner au 29e rang avec Scott Morrow, le défenseur que tu as nommé au 32e rang. En fait, là, selon mes évaluations, je te dirais que Morrow et Sulzman sont deux prototypes de défenseurs qui me semblent plutôt similaires. Ouais. C'est vraiment, là, dans mon scouting, je regardais un, puis je regardais tout de suite l'autre après. Là. C'était vraiment des bons comparatifs à avoir. Un défenseur que je trouve, par exemple, qui a un pivot quand même lent. Il est intéressant pour son gabarit. Là. On parle d'un défenseur droitier de 6 pieds 2, 192 livres. Puis tu vois, Sulzman, il est 6 pieds 2, 196. Fait que même au niveau du gabarit, c'est assez similaire. Au niveau des aptitudes également, je trouvais que cette année, ben, à l'image de Sulzman, Morrow fermait beaucoup mieux le centre parce que dans les matchs que j'ai regardés de lui l'an passé, parce que tu sais, c'est ça, moi, dans le fond, le premier match des joueurs, je regardais un match de l'an passé pour essayer de voir un peu si tu sais s'il y a une progression. Je regardais 1 ou 2 matchs l'année passée. C'est sûr que c'est pas le meilleur échantillon. Il aurait fallu que je commence l'an passé, mais j'ai pas commencé l'an passé. Fait que là, il fallait que je commence à quelque part. T'sais. Fait que Morrow, l'an passé, c'était un aimant avec la bande. Il rouvrait le centre, là, c'était épouvantable. Là, c'était mieux cette année, je trouvais. Offensivement, il est très créatif, il a des bonnes mains. Fait que, tu sais, il y a un potentiel à ce niveau-là. Mais, tu sais, c'est pas... comparativement à d'autres défenseurs que je préfère, je vois pas le potentiel plus élevé, mettons, que le prochain que je vais nommer, qui est un de mes préférés du repêchage. Puis tu sais aussi, pour fermer le sujet Morrow, c'est que Scott Morrow puis Carson Sulzman jouaient dans 2 ligues que je connais plus ou moins. Tu sais, la AJHL, je la connais pas tant que ça, puis le calibre, c'était pas la USHL, mettons. Là. Non. Puis Scott Morrow jouait en USHS, qui est les prep school, si je me trompe pas. C'est high school. Hein. High school, c'est ça. Fait que c'est pas des calibres super hot. Fait que je trouvais ça normal qu'il domine offensivement, mais je trouvais ça normal qu'il y ait des lacunes défensives dans des calibres comme ça. Quand je disais, il fait un peu ce qu'il veut sur la glace, c'est que il sait tellement qu'il domine qu'il s'en fout un peu du plan de match, on dirait. On dirait que son coach dit fais ce que tu veux là, puis fait qu'il produit au fond, fait que c'est correct. Mais c'est le genre de joueur qu'il faut qu'un recruteur tombe en amour avec lui pour prendre vraiment tôt. Qui peut faire. Dans le fond, lui, son rang, ça peut être n'importe où, selon moi. Ça peut être mieux la première ronde jusqu'en 2e ronde. Il faut vraiment qu'un recruteur tombe en amour avec ce gars-là puis puisse être capable de convaincre son chef recruteur de le prendre. Ça va jouer avec ça. Des projets. Des défenseurs de ce gabarit-là, des projets, à mon avis. Fait que Morrow au 29e rang. Au 28e rang, Ryan Ofco.
Oh yeah! Je l'aime tellement, Ryan Ofco, pour vrai. Tu sais, moi, pour débuter un peu mes travaux, parce que, tu sais, moi, j'ai pas de cachette, là. C'est la première année que je me concentre sur les espoirs vraiment intensivement comme on le fait. Donc, je me suis parti d'une liste de meilleurs espoirs, puis après ça, le petit train va loin. T'en découvres un petit peu plus à force de regarder des matchs. Puis en regardant Sean Farrell au début de l'année avec Matthew Coronato et Sam Moskowitz, on va en parler, je suis pas mal sûr, éventuellement. Oui. Mais en regardant Farrell, plus précisément, j'ai découvert le défenseur Ryan Ofco des Steelers de Chicago. Défenseur offensif très fiable, je trouve. Là. C'est un gars qui est capable d'être vraiment créatif avec la rondelle. Puis, c'est pas mal le meilleur défenseur du style avec Jack Barr. Puis, je le trouve supérieur à Jack Barr. Vraiment, là, tu sais, Jack Barr, présentement, je vais te dire ça, 49e. Puis, tu sais, Ofco, je l'ai 28e. Fait que pour moi, Ofco, c'est pas mal le meilleur défenseur du style. C'est un gars qui est vraiment patient en relance offensive. Là. Il laisse vraiment l'adversaire se compromettre. T'sais, il va attendre. Là. Des fois, on a l'impression que c'est sloppy un peu, mais c'est vraiment calculé de la façon qu'il le fait. Puis, moi, j'ai regardé le match du 16 janvier, puis j'ai mis un vidéo là, sur Twitter. Là. Ça a été son meilleur match de l'année, là, Ryan Ofco. Il était physique. Il a ramassé un gars en plein centre de la patinoire avec un fameux Darius Kasparaitis. J'ai trippé complètement. Puis c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui lâchera pas non plus dans son repli puis qui va trouver toujours le moyen d'essayer de subtiliser la rondelle à l'opposant. Fait autant offensivement que défensivement, je trouve que Ofco est très, très, très solide pour un jeune défenseur admissible au repêchage cette année. C'est sûr que là, il est très bien appuyé. Là. Le style, c'est toute une formation. Là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, est-ce que Ofco est plus un défenseur de deuxième, troisième ronde? Sérieusement, fort probablement, mais pour moi, Ofco est dans les défenseurs qui m'ont plu le plus de cette cohorte-là. Là. C'est un peu le chum André, de cette année, je te dirais, Ofco, là, à mes yeux. Là. C'est Emile Andrea de l'année passée. C'était un peu lui de cette année. Je suis très d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur Ofco. Moi, je l'ai pas classé dans mon top 32 en raison de sa grandeur, 5 pieds 9, puis du fait qu'il est dans une excellente équipe. Comme Barron, c'est dans une excellente équipe, mais j'ai trouvé des fois en défensive que quand il y avait un gros mouvement de l'adversaire qui savait plus où se mettre, mais ça, c'était vrai pour les 5 joueurs sur la glace. Donc, mais tu sais, mobilité, la fluidité, tous ces déplacements latéraux dans les 4 directions, il est A1. C'est un bon candidat à monter dans mon classement, mais je le vois très tôt en deuxième ronde. Là. Exact. Puis, au 27e rang, parce qu'il m'en manquait un dans mon petit bloc de 3, j'ai Isaac Rosen. Rosen, qui est un ailier, qui jouait dans la nationale en Suède. Un petit ailier, là, 5 pieds 10, 154 livres. Tu sais, moi, là, je vais être très honnête, là, le gabarit n'a pas vraiment influencé mon ranking. Pas vraiment. Tu sais, j'ai vraiment classé en fonction de comment le joueur me plaisait dans son jeu, puis ses habiletés personnelles. J'ai pas vraiment basé mon ranking en fonction du gabarit. Là. T'sais, je sais qu'un ailier de 154 livres comme Rosen a des fortes chances que ça sorte pas en première ronde. Mais un ranking, c'est ça. Il faut que tu classes les joueurs selon ce que tu observes puis selon tes préférences. Mais Rosen, par rapport à son gabarit, c'est vraiment là le gros problème. Là, c'est qu'il tombe au vent. C'est vrai. Sérieusement, il peut pas jouer il peut pas jouer une classique hivernale, lui là, parce que s'il vente trop, il va tomber là. Elle est bonne, je te l'accorde. Elle est bonne. mais outre ça,
outre ça, je trouve quand même que la rondelle, il colle à la palette dans le sens que même quand il tombe, il garde le contrôle de la rondelle. C'est arrivé plusieurs fois, là. Il était rendu à terre, il était à ses genoux, il avait encore la rondelle, il faisait une passe finalement. C'est arrivé à quelques reprises que je l'ai vu voir ça. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Malgré son petit gabarit, j'ai trouvé qu'il avait un esprit combatif, puis ça m'a plu quand même. Puis Rosen, c'est ça. Je te dirais là que dans les matchs que j'ai regardés, c'était pas mal tout le temps la même chose. C'était assez constant. Il est très bon dans ses replis. Il possède la rapidité pour venir couvrir la personne qu'il a à couvrir dans la zone. Mais souvent, il a tendance à vouloir partir de la zone défensive trop rapidement. Son implication défensive est un peu terne et toujours... On dirait qu'il se fait toujours tirer un peu chandail pour en offensive. Tu comprends? Donnez-moi pas. Ouais. Puis tu sais, je comprends parce que la technique qu'il a pour, un peu comme Robertson, de patiner comme de diagonale, reculons diagonale pour atteindre la rondelle, pour pouvoir partir le plus rapidement, je regarde ça, puis je suis jamais capable de faire ça. C'est tellement impressionnant de prendre la rapidité comme ça, là. C'est fou, là. C'est lui puis Robertson là-dessus, là, c'est dans les meilleurs patins du repêchage. En fait, ces deux Suédois-là, lui que j'ai classé 29e, puis tu l'as classé 27e, là. Ces deux gars-là, niveau patin, dans le fond, c'est dans le premier tiers du repêchage. J'ai même pas besoin. Puis au niveau de la fluidité, dans le technique des patins, vraiment, c'est dans le top 10, selon moi, là. C'est des très, très, très bons patineurs. Tout ce que tu as dit, c'est vrai, là. En font du souffle puis ils tombent à terre. Je suis très d'accord. En défensive, il est là. T'sais, au moins, il se rend là. T'sais, moi, au niveau de quand je regarde des joueurs, je les évalue, le jeu défensif, c'est important. Je suis pas un expert de tous les schémas défensifs, de tous les schémas de relance, de tout ça. Je vais m'améliorer à ce niveau-là, éventuellement. Peut-être cet été, je sais pas. Mais moi, la seule affaire que je veux, c'est que le joueur, ça y tente, qu'il démontre un intérêt. Dans le prochain épisode, quand on va parler du sel, ça, on va s'en parler en détail. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux que le joueur y aille. Rosen y va, mais rendu là, c'est terne. C'est beige, un peu. Mais pour tout le reste, c'est un très bon playmaker. Il est bon avec la puck, comme tu dis. Est tout le temps après lui, la puck. Là, fait que, on peut pas lui demander plus. Moi, je l'ai pas classé cette année, encore Rosen, parce que je l'ai vu encore une fois, comme un peu Sulman, je l'ai vu en début d'année et je l'ai pas revu depuis Noël parce que il joue 1, 2 minutes, 3 minutes par match. Il est dans SHL en ce moment parce que son équipe dans la nationale est éliminée, si je me souviens bien, là. Fait que là, c'est soit qu'elle a été éliminée ou soit que en raison de la COVID, il y a des équipes qui ont comme fermé les portes. Ouais. Ben tu sais, c'est ça. Ouais. Il est rendu en SHL pareil. Il joue pas pendant tout, fait que j'ai même dans ma dernière ronde de visionnement avant le top, j'ai pas de. J'attaque à l'écouter 1 minute, là. Ça sert à rien, fait que j'ai pas downloadé le match. Mais s'il augmente un peu, je vais peut-être avoir un meilleur effort d'ici juillet, là, on va voir ce que ça va donner. Je sais que c'est un gars talentueux. Ben, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y a un bon tir vif, mais tu sais, souvent, il va viser le haut du filet, il va viser le gros but dans le top, tu sais, celui-là qui flash, mettons, là. Mais ça fait aussi que il y a plusieurs de ces tirs qui se retrouvent par-dessus la cage. Il y a plusieurs de ces tirs que le gardien n'a même pas besoin de se mettre en papillon, puis tu sais, c'est attrapé assez facilement. Fait que peut-être une petite variation dans son type de tir pourrait l'aider justement à remplir plus le filet. Mais tu sais, moi défensivement, là, c'est clair que Rosen, peut-être pas à cause d'un complexe d'infériorité, mais tu sais, il est bien positionné, mais tu vois qu'il veut pas aller en man-to-man parce que je pense qu'il est juste conscient qu'il va tomber. Là, il a pas le physique pour y aller. Fait que c'est pour ça que avant de parler de Rosen, ben je disais que le gabarit influençait pas mon ranking. Mm-hmm. Si ça l'influençait vraiment, ben Rosen serait possiblement pas dans mon top 32. Mais pour les skills offensifs puis ses skills sur la patinoire qu'il offre, ben j'y ai fait une place. Puis tu sais, il va falloir juste qu'il apprenne à contrer le fait qu'il est petit. C'est comme un peu comme Caulfield essaye de faire en ce moment.
jouer plus du bâton, d'intelligence, ton angle d'attaque, avoir un patin devant tout le monde. Tu sais, Rosen patine super bien, donc si il améliore son anticipation en défensive, ben, il va être pas mal plus utile qu'en ce moment. Fait que tu sais, il est pas peine perdue, là. Si je reviens sur tes choix, Pascal, rapidement, ben Simon Robertson, on va en parler dans le prochain épisode. Ouais, c'est ça. C'est le haut, toi aussi. C'est le haut pas mal. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment un très, très bon travaillant. Puis, je regarde présentement, puis c'est vraiment pas pour faire un hot take, là. Pour vrai, moi, j'ai rien à foutre, là, des hot takes, là. Je sais que Robertson, il est en bas de 20 pas mal dans toutes les listes. Mais moi, je l'ai haut parce que je l'aime, puis c'est comme ça. Puis je vais en venir en détail plus dans le prochain épisode, mais Robertson, c'est vraiment quelqu'un là que tu sais jamais qu'est-ce qu'il fait avec la rondelle. Il bouge tellement bien les épaules, le corps, les patins, tout est coordonné que autant les défenseurs que le gardien de but, tu sais pas quand il va tirer, tu sais pas quand il va faire une passe. Puis c'est un gars quand même assez intense là, en SHL. Les derniers matchs que j'ai regardés, là, j'ai vraiment apprécié son implication. Là. C'est dans les bons matchs que je l'ai vu jouer. Là. Le match du 4 février que j'avais regardé. Puis sincèrement, tu sais, moi ce que je demande d'un espoir, là, la chose que je regarde le plus, là, c'est est-ce que tu fais progresser le jeu? Tu sais, moi, un joueur qui fait avorter les jeux, je déteste ça. Puis Robertson fait souvent progresser le jeu. Même si c'est un jeu anodin, le jeu ne meurra pas. Il va mettre la rondelle en sécurité à une place où il sait que son joueur va aller la chercher. Ou il va la garder juste un petit peu plus longtemps pour dégager son coéquipier. Fait que je trouve vraiment que la grosse chose qui sort, c'est qu'il fait progresser le jeu, puis son intensité me plaît beaucoup. Tu sais, écoute, je suis très d'accord avec toi. Un des meilleurs patins, un excellent tir aussi du poignet, vraiment bon. Souvent, il va transformer un jeu anodin en chance de marquer. Mais j'ai pas aimé de ce joueur-là. Souvent, il arrive, il patine vraiment rapidement, en relance, ça va bien, puis ça arrivait à plusieurs occasions dans ma première batch d'écoute, que quand il arrivait en zone défensive, ben, le jeu avortait puis ça donnait rien. Mais dans la dernière batch de 4 matchs que j'ai écouté, c'est vraiment moins pire parce que j'ai écouté 8 matchs au complet de lui. C'est vraiment moins pire à ce niveau-là, mais il a moins joué dans les games. Moi, il y en a que j'ai pas mal plus vu. J'ai au-dessus de 400 vidéos, 400 visionnements. Moi là-dessus, tu me torches, puis moi, j'ai pas de cachette là-dessus, là, avec l'emploi du temps, puis la gestion du site, puis tout, là. C'est le plus que j'ai de temps, il est exposé dans mon ranking, là, mon nombre de matchs, il est là. Fait que... C'est bien correct. C'est le genre de joueur qui va pouvoir augmenter aussi dans mon ranking éventuellement, parce que je sais qu'il est talentueux. Mais je vois tellement Yossi Ilonen que je le regarde jouer qui a baissé. Mais je sais qu'il est plus talentueux que ce que j'ai vu dans mes matchs. Il va falloir peut-être que j'écoute d'autres matchs puis que je sois plus attentif. Peut-être que j'ai pas été assez attentif. Peut-être que quand on va avoir fini District 31, ça va mieux aller à ce niveau-là. Je vais arrêter de regarder les matchs en écoutant une série. Fait que je sais qu'il va augmenter d'ici juillet dans ma liste. Puis ça m'étonnerait pas en tout qu'il aille dans le top 15 au repêchage, là, comme tu l'as dans ta liste. Ben, Robertson, moi, le seul point que j'y reprocherais, c'est qu'en zone défensive, ben, c'est pas le seul point, là, mais c'est le point le plus majeur, je trouve, c'est qu'en zone défensive, c'est un aimant à rondelle. Il suit la rondelle beaucoup. Fait que souvent, il va jouer plus ou moins sa position, puis ça va causer des chances de marquer. Mais, tu sais, le gars, il arrive en SHL, tu sais, c'est une transition à y avoir, puis c'est tout à fait normal, là. Fait que, exact. Pour Sean Barons, ben, je vais en venir très bientôt, en fait, parce qu'il est dans mon prochain bloc de 3, fait que je vais en parler là. Puis pour Zach Dean aussi, je vais en parler bientôt, fait que je m'avancerai pas sur tes choix. Moi, je les ai plus haut un petit peu, mais
à l'image de ce que tu mentionnais tantôt, moi, Sean Barons, je l'avais tellement trop haut. Tu sais, j'ai sorti une première liste en décembre, puis c'était vraiment une liste très, 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 très préliminaire. Puis je l'avais sorti parce que Bob McKenzie en avait sorti une. Puis je voulais être sûr de pas être ah, mais on le sait bien, t'as attendu que tout le monde sorte les listes pour sortir ta liste. Tu sais, c'est de quoi de commun des fois sur les réseaux sociaux. Fait que j'avais sorti une liste, mais tu sais, à ce moment-là, j'avais comme juste regardé des défenseurs au début, tu sais. Fait que Sean Barons était haut, là. Mais présentement, je l'ai 24e. Fait que toi, tu l'as 27. Fait que tu sais, on est pas mal dans les mêmes range. En fait, j'irai quasiment tout de suite avec mon prochain bloc de 3. Ouais, Si vas-y, tu si tu me le permets. Pas de trouble. Parce que je rappelle qu'au 29e, j'ai Scott Morrow, 28, Ryan Ofco et 27, Isaac Rosen. Au 26e rang, j'ai encore un joueur du Steel de Chicago avec Matthew Mackey Samoskevich, joueur de centre qui joue avec Sean Farrell sur la même unité. À l'occasion, il jouait beaucoup plus avant sa blessure. Samoskevich a été blessé cette année. Ouais. Puis, depuis quelques matchs, on voit plus, mettons, Coronato avec Farrell et Middendorf. Mais Samoskevich était souvent jumelé à Farrell au début de la saison. Au 25e rang, j'ai Aiden Reschuk, défenseur du programme national américain, qui est dans les vieux du repêchage. Il est né en 2002, le 15 novembre. Ça, c'est un défenseur que tu m'as fait découvrir au début de mon scouting, Pascal, puis j'ai de la misère à le sortir de mon top 32, même si je vois qu'il y en a plein qui le classent genre 50 puis 40. Là. Mais il est né le 19 février en passant. 19 février? Merde, j'ai pas la bonne... Ah, attends un peu. Ok, non, c'est beau. C'est Samoskevich qui est né le 15 novembre. Ouais. Puis c'est Reschuk qui est né le 19 février, c'est ça. Ah. C'est j'ai mes lunettes, mais les lignes sont petites hein, sur mon tableau. On prend de l'âge, on a de la misère à voir à cette heure. Exact. Puis pour conclure mon bloc de 3, ben au 24e rang, j'ai Sean Barons qui est mon petit bulldog, qui est dans mes préférés aussi du repêchage. Puis là, j'ai embarqué un peu dans le mode de toi puis l'Archie, là, de dire que c'est mon préféré, là, mais je vous comprends. Non, mais je vous comprends, ouais. À cette heure, on a comme un petit peu nos petits chouchous là, dans les observations qu'on fait. Barons, c'est ça, c'est un petit bulldog, il coupe tellement bien les lignes d'attaque. L'attaquant, quand il se présente sur le long de la bande avec Barron, ça passe pas. C'est comme Bouillon un peu à ce niveau-là, pour se mettre une image dans la tête. Là. Sérieusement, excellente comparaison. Je trouve que c'est ce type de joueur-là. Fait que Barron, clairement, là, c'est pas un gars de première ronde. Tu sais, on s'entend là-dessus. On l'a dans notre top 32, mais tu sais, parce qu'on l'aime, pis on aime ce qu'il offre sur la glace, mais clairement, c'est pas un gars de première ronde. Il sera pas dans le McGrath, probablement. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, genre de McGrath, je l'aurais pas, là. Pour Reschuk, plus offensif que Barons. Ça a été dans les premiers défenseurs que j'ai regardé, là, puis sincèrement, son contrôle de rondelle, il est vraiment on point. Je trouve qu'il a aussi un très, très bon coup de patin. J'ai quand même eu quelques matchs que je l'ai trouvé juste correct, par exemple, pendant la saison. Ouais. Des fois, c'est le hasard un peu. Tu tombes sur un match qui est comme moins bon, puis je dirais que j'en ai eu 2-3 là de suite qui m'ont un peu déçu. Là. Fait que c'est pour ça qu'il a baissé quand même. Tu sais, mettons sur le match du 18 janvier, là, je me suis laissé comme note. Souvent, il tente de se démarquer pour recevoir une passe, mais il délaisse son joueur à couvrir. Puis ça coûte des buts, puis ça coûte des échappées. Fait que, tu sais, quand t'es défenseur, tu sais, quand t'es allié, on parlait de Rosen tantôt, qui avait tendance à quitter la zone défensive rapidement. Quand t'es défenseur, tu peux pas te permettre de faire ça. Puis Reschuk le faisait, tu sais. Fait que j'ai été un petit peu déçu. Dans mes derniers visionnements, de Reschuk, j'ai été un petit peu déçu. Fait que je pense que lui, il est vraiment plus sur une pente descendante
dans mon ranking. Je pense pas qu'à moins d'une fin de saison incroyable, mais je pense pas qu'il soit plus haut que ce qui est présentement. Ben écoute, moi j'adore ton petit bloc de 3 là. Barons puis Reshchuk, c'est dans mes défenseurs préférés. C'est dans les premiers défenseurs aussi que j'ai regardé dans cette cohorte-là. Fait que ça m'a permis. C'est des bons défenseurs forts, là, un petit puis c'est 2 petits défenseurs, mais ils ont des bonnes habiletés pareil. Reshchuk, c'est comme tu dis, il y a des matchs qui sont un peu ternes. On dirait qu'il essayait de se prouver offensivement qu'il était capable. Je sais pas si dans ce match-là, tu te dis, il jouait avec Luke Hughes. Parce que Luke Hughes joue surtout avec Barons. Je vais te dire ça à l'instant, là, parce que je me l'étais noté. Premier match, il jouait avec Hughes. Ça avait bien été. Deuxième match, il jouait avec Roman Schmidt. Et j'ai d'ailleurs inscrit difficile de mal paraître quand tu es jumelé à Schmidt. Puis j'avais marqué match correct sans plus, tu sais. Fait que ça indique un peu. Quand il joue avec Smith, on dirait qu'il se donne tellement, il veut tellement ressortir offensivement. On dirait que dans sa tête, il se dit OK, c'est moi le défenseur offensif, faut absolument que je me donne puis que je crée des affaires puis ça crée des trous. Mais quand il joue avec Hughes, il joue le rôle plus effacé. Comparativement à Barons, que peu importe à qui joue, il dit c'est moi le meilleur. Fait qu'il il joue tout le temps à fond. Fait que c'est un peu le problème de jouer avec un joueur élite ou bien parce que je ne vais pas dire un jambon, c'est plate pour Schmid, là. Il a quand même des habiletés, mais tous les deux on le connaît, là. On l'aime pas à tout, Roman Schmid. En tout cas, dans les visionnements que j'ai fait, je l'ai pas aimé. Il m'en reste à faire prochainement là pour vraiment être capable de le placer dans mon top 462. Mais je suis très d'accord là d'y mettre début de la fin du top 32, là, c'est 2 défenseurs que j'adore. Reshchuk, je l'ai un peu plus haut que toi. Barron, je n'ai parlé au 27e. Samoskevich, je l'ai pas classé dans mon top 32. Okay. C'est un des derniers que j'ai enlevé de mon top 32 avec Tuomala. Puis l'autre joueur. C'est-tu à cause de sa blessure ou c'est parce que tu préfères ça n'a pas aidé. Son poids, sa grandeur non plus n'a pas aidé. Mais l'affaire que j'ai le plus, c'est que c'est un centre. Puis en défensive, il joue comme un ailier. Puis c'est Farrell qui joue comme centre. On en a parlé au début de l'année, toi puis moi. Puis ça m'a tanné au niveau de sa vision. Puis en offensive, il est capable de faire des jeux. Ce gars-là, il a un blazing speed. Là, il est excessivement rapide. Tu sais, sur patin, il n'y a pas de problème. Puis je trouve que ce serait un très bon joueur de deuxième ronde, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte en première ronde. Puis je l'ai 33e, en fait. Là. Et je l'ai mis 33e. Je dis, Colin, que ça me tanne de le mettre après l'heureux. L'heureux, il a moins de talent, mais je le trouve plus certain de jouer dans le national de hockey comparativement à lui. C'est pour ça que je l'ai mis après. Mais très, très, très talentueux. Mais souvent, c'est à cause de Farrell et Coronato sur l'avantage numérique qui ressort plus. Mais il y a tellement de la rapidité. J'étais comme un peu ambivalent. Je savais pas où le mettre, fait que je l'ai mis 33e. Mais écoute, 26e dans un top de 32, je trouve que c'est très bon. Je le vois pas en dehors de la deuxième ronde, ce joueur-là. Puis quand tu aimes les joueurs rapides, c'est clair qu'il est haut, là. Ben, tu vois, c'est ça. C'était au premier match que j'ai regardé Samoskevich que j'avais noté qu'il jouait beaucoup plus comme un ailier. Puis on en avait parlé, c'est ça, dans un podcast. Puis moi, je vois pas Samoskevich avec la rapidité qu'il a. Je le vois vraiment plus à l'aile pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois c'est plus un gars, mettons, qui va utiliser sa rapidité pour déborder de l'extérieur que de passer au travers les joueurs. Donc, clairement, à mes yeux, Samoskevich serait plus un ailier qu'un centre. Puis tu vois, je me suis noté pour le match du 5 décembre que j'ai regardé, en mesure de déborder des gars comme Hughes et Barons. Parce que c'est un match du style contre le programme américain. Puis Barons, je le mentionnais tantôt, c'est un défenseur qui est très difficile à déborder. Non pas pour sa rapidité, mais pour son timing, pour vraiment coordonner sa mise en échec puis fermer la porte à l'adversaire. Samoskevich, lui, il passait. Il passait du côté de Hughes, puis ça ne dérangeait pas trop. Là. Fait que c'est pour ça. Puis, tu sais, je trouvais que c'était un gars qui a
a une belle mobilité main-œil aussi. Il est capable d'exécuter des feintes, d'exécuter des tirs avec une bonne rapidité. Fait que c'est pour ça que moi, c'était un joueur qui me plaisait beaucoup pour mon top 32. Puis, tu sais, il y a une chose aussi, c'est que plus de visionnement égale plus d'analyse. Tu sais, c'est tellement logique. Tu sais, Samoskevich, en fait, le style en général, c'est une formation que j'ai regardé beaucoup. Tu sais, j'ai fait des portraits de Farrell cette année. Fait que forcément, en regardant Farrell, j'ai vu Samoskevich, j'ai vu Coronato, j'ai vu Ofco, j'ai vu Barr. Fait que c'est une formation que j'ai plus regardée. Fait que, tu sais, mettons, je donne un exemple. Svekov ou Pinelli, c'est deux joueurs qui sortent beaucoup dans des top 32 présentement avec plusieurs observateurs de talent. Ben, moi, c'est deux joueurs que j'ai pas regardés encore. Fait que, tu sais, je vais me mettre ça à la tâche là, parce que je le vois là, que j'ai des joueurs que j'accuse du retard. Mais Samoskevich, j'ai 4 matchs de regarder présentement, puis moi, il me plaît. Fait qu'il est dans mon top 32. C'est un peu comme ça ma méthodologie de scouting, si on veut. C'est bien correct. Puis en plus, moi, ce joueur-là, je le vois vraiment comme un steal, jeu de mots, de deuxième ronde. C'est un vol. C'est un vol, c'est un mesdames, vol. messieurs. Puis il s'en va à l'Université du Michigan. Oh. Avec Luke Hughes aussi. Fait que moi, je l'envoie là, je le laisse là 2-3 ans, puis après ça, je le fais graduer pro. Parce que là, c'est par rapport à la liste que moi j'ai, il est plus à 5,9, 172 livres, il est à 5,11, 190 livres. Je suis très content de voir ça, sérieusement. Très content de voir ça. Fait que selon Elite Prospect encore, j'avais pris ma liste juste des poids puis tout en début d'année, fait que c'est sûr que c'est pas super à jour. Ouais, c'est ça, j'ai la même que toi, moi. Ouais, je suis très content de voir sa prise de poids puis de grandeur. Mais très bon tir. Écoute, je comprends parfaitement pourquoi tu l'as mis haut. Je pourrais le mettre plus haut aussi d'ici juillet. Mais il fallait que je fasse des choix. Puis le fait que, c'est ça, des fois qu'il se rabat trop sur ses coéquipiers, ça m'énervait un peu, comparativement à Coronato, que j'adore. Puis qu'on va voir cet épisode-ci, mais beaucoup plus haut. Ben, si tu veux y aller avec ton prochain bloc de 3, on est rendu au 26, 25, 24. Toi, t'avais mis qui? Moi, au 26, j'ai mis l'ancien premier choix overall dans toutes les listes du monde qui regardait le hockey. Aatu Räty. Ben, Aatu Räty, je sais pas comment le dire. Là. Il me semble que... Ceux qui sont en audio me voient pas à face présentement, mais je suis flabbergasté. De le mettre 26e. Hey, je suis... Les bras me tombent. Dans toutes nos discussions de scouting, je me fais pointer comme celui qui déteste Aatu Räty comme espoir. Puis je l'ai vraiment plus haut que toi, pareil. Ben, dans ma deuxième batch de... En fond, j'ai regardé vraiment beaucoup de joueurs. Puis après ça, je me suis dit, bon, là, on va faire un top 32. Fait que j'ai refait une autre batch de joueurs en 2021, en fond, de match. Puis avec Zvechkov, Dylan Duke, Sheika, après ça, Martino, Coronato, Nyes. C'est tous des joueurs que j'ai décidé de mettre dans mon top 32. Puis le joueur qui écopait tout le temps, c'était Aatu Räty. On va l'appeler Aatu Räty, ok? Je sais pas comment dire. Aatu Räty. En finlandais, ils disent Räty. Puis, Räty, ok, on va dire Räty. Mais, tu sais, en anglais, ils disent Räty. Fait que c'est comme... je sais que dans un épisode de podcast que je parlais de lui, j'ai dit les deux. Fait que, tu sais, on est correct, là. Fait que, Monsieur Räty, je l'ai mis 26e. Il a écopé par rapport à tout le monde. Je l'ai regardé 8 fois. C'est quand même pas bas. C'est pas super haut, c'est pas 15-20. Mais 8 fois, c'est assez pour avoir une bonne idée. On a parlé beaucoup de ce joueur-là, toi et moi. On le connaît assez bien. Il veut la puck tout le temps. Même quand il l'a pas, il est couvert par 2-3 joueurs. Il tape tout le temps de son maudit bâton sur la glace pour avoir la puck. Même quand c'est pas ça qu'il faut qu'il arrive. Écoute, je te vole ce que tu dis, puisque tu m'avais dit ça, puis après ça, j'ai regardé les joueurs, Caroline, que ça me gosse. Puis ça me gosse beaucoup, parce qu'habituellement, ça me dérange pas vraiment.
quand c'est genre, hey, je suis découvert, vite, envoie-moi la rondelle. Mais lui, c'est tout le temps en défensive, en zone nerd, en zone offensive, sur power play, en piqué, tout le temps. Tout le temps, le bâton sur la glace. Lui, il fait ça dans la Ligue américaine. Là. Il va se faire ramasser. Je comprends pas pourquoi dans la Liga, il le fait encore. C'est des gars de 30 ans dans la Liga, des fois. Pourquoi? Pourquoi il y a personne qui dit d'arrêter? C'est vraiment gossant, tu sais. Parce que j'ai jamais joué avec, mais je suis pas mal sûr que ça les gosse. Ben, c'est parce qu'il y a l'intention aussi là-dedans. C'est que, tu sais, comme tu le dis, taper sur la rondelle, oui, il tape sa rondelle parce qu'il prend les tirs, là, mais taper sur la patinoire pour dire que t'es démarqué, c'est une chose. Puis, tu sais, en powerplay, il y a beaucoup d'espoirs qui le font, puis le problème, il est pas là, c'est que Ratty le fait tout le temps, puis si t'as le malheur de pas y passer, puis ça, en Liga, il le fait un peu moins, là, mais en U20, là, c'était épouvantable. Quand tu y faisais pas la passe puis qu'il la demandait en tapant du bâton, c'était les bras qui tombaient puis tu sentais dans son langage non verbal, dans son body language qui était fâché. Puis ça là c'est un non pour moi puis tu sais on a l'air de le descendre puis tout puis tu sais on salue notre ami Simon Servant qui rit à chaque fois qu'on parle de Ratty parce qu'on a l'air de le descendre. Le but, c'est pas de descendre un espoir. Là. Le gars, c'est clair qu'il est 1000 fois meilleur que moi au hockey. Là. Bah, peut-être juste 50 fois meilleur, là, mais mais reste que c'est des choses observables. Puis moi, je comprends pas pourquoi ce joueur-là était classé numéro 1. Je comprends vraiment pas. Ben, l'année passée, ça allait vraiment plus. Il produisait pas mal plus que en ce moment. Mais c'est le manque de progression dans son jeu. J'ai comme l'impression que ce gars-là, il a mûri physiquement assez rapidement. Fait que, tu sais, il a développé un très bon patin, une capacité de physique assez impressionnante. Puis ça allait bien contre les jeunes. Mais quand dans le fond, lui, il est 6 pieds 1, 181 livres, quand l'adversité, dans le fond, l'a rattrapé, mais lui, le talent n'a pas suivi. Il est resté encore, tu sais, pas super, pas bon, là, mais il n'a pas assez progressé comparativement à son physique. Comme son physique est stagné, puis les autres ont progressé. Fait que là, lui, il a encore de la misère à se démarquer à ce niveau-là. Parce qu'il y a des bonnes capacités, là. Il y a un très bon tir, il y a une bonne mobilité, il est capable de se démarquer. En défensive, il est pas super bon. Le monde, il dit que c'est un gars two-way, mais comme tu l'as si bien dit au début de l'année, il est attiré par la puck. C'est un aimant à puck. C'est juste ça, il regarde. Il check pas son homme, il check pas les lignes de passe, il regarde la puck. Ça, c'est un problème. Même en offensive, il fait ça. Fait qu'il est capable de créer des jeux, il est capable de scorer des buts, de jouer dans le trafic, de créer des affaires, mais il manque de vision puis d'anticipation pour vraiment être un joueur assuré de top 6. On le dit souvent, moi puis toi, on le voit sur le top 3, sur le top 9 plus. Ça se peut qu'il se développe, là, mais écoute, c'est pas pour rien que je l'ai fait descendre 26e, j'ai des gros doutes sur lui. C'est que les red flags à son endroit sont trop importants pour parce que il y a des habiletés là. Il y en a vraiment beaucoup d'habiletés. Tu sais, moi je le dis souvent là, puis je vais encore me répéter là, mais il y a un gros talent ce jeune-là. Ben il est pas capable de s'en servir à bon escient. Il est pas efficace avec son talent. Tu sais, il a vraiment un excellent contrôle de rondelle, mais il fait tout le temps la même chose. Tout le temps. Il va attirer l'adversaire, il va l'attirer, puis hop, il va laisser la rondelle en arrière de lui à son coéquipier. Puis ça, il peut le faire 3 fois par match, 4 fois par match. En U20, ça peut marcher, parce que les gars sont pas expérimentés, mais en Liga, ça marche pas. Puis il fait souvent la même chose. Tu sais, Ratty, là, c'est le genre de joueur qui est... Puis là, ça va être quand même drôle comme exemple, là, mais c'est le genre de joueur qui arrive à la patinoire extérieure avec son beau kit de hockey, là. Puis là, il veut montrer qu'il est bon, là. Puis là, il montre ses habiletés, puis c'est hot, là, tu sais, c'est beau à voir, puis tout. Mais c'est zéro efficace, tu sais. Ça mène à rien, tu sais. Mais Ratty, c'est ça, tu sais. Il y a vraiment beaucoup de talent, mais il y a beaucoup de polissage à faire pour le rendre vraiment un joueur pro. Puis il est loin de ça encore. Mais je pense qu'une formation qui va le repêcher, parce que
on se fera pas de cachette, là, c'est un gars de première ronde pareil, là, mais Ouais. l'équipe qui va le repêcher va avoir beaucoup de développement à faire. Puis il va avoir de la patience à y avoir, mais il pourrait avoir un excellent retour d'investissement, par exemple, avec ce joueur-là. Ça va être une équipe qui prend souvent des Finlandais, d'après moi, qui va le repêcher. C'est une équipe qui connaît beaucoup la culture là-bas, qui a déjà des espoirs, des joueurs finlandais dans leur équipe. D'après moi, ça va être le genre, c'est l'environnement qui va aller. Il ira pas pour les sénateurs. Les sénateurs, ils repêchent pas de Finlandais ou presque. Il va aller genre Winnipeg, Minnesota, ce genre de Floride, ce genre d'équipe-là là, qui adore les Finlandais, d'après moi. Là, c'est un hot take, ce que je dis là. Mais c'est Buffalo. c'est l'image que j'ai. Buffalo, oui. J'espère non pour lui. Non, faut pas. S'il échange Hall contre un choix de première ronde, ça se peut très bien là, qu'il le prenne tard, mais tu sais, encore un choix un peu boboche. En tout cas, j'y souhaite pas, sérieux. C'est clair qu'il sera pas un joueur de la nationale de hockey s'il va à Buffalo. Bref, 30... mon 25e choix. Mais sérieusement, 31 mars 2021, on se prend une petite note. Aatu Räty va être repêché par Buffalo parce que Buffalo, c'est Buffalo. C'est Buffalo. 25e de ma liste, j'ai mis Fyodor Zvechkov, qui a joué dans MHL, dans VHL, dans KHL, je me souviens bien. Un centre. En fait, il joue un peu partout là, dans l'offensive, mais surtout un centre qui joue tous les rôles. Très bon patin. C'est pas le russe typique, là, tu sais, on le dit ça tous les années dans les Russes. C'est pas le russe typique. C'est un gars qui joue nord-sud, qui a une bonne mobilité et tout, mais il est responsable, il est capable de jouer physique un peu, pas énormément, parce qu'à MHL, parce qu'en Russie, c'est pas physique comme jeu. T'as Romanov qui l'est physique, la KHL, c'est quand même physique, là. Mais la VHL et la MHL, c'est pas un jeu qui est priorisé, c'est vraiment plus individuel, avec l'offensive et toute la défensive, ça fait pitié. Mais Zvechkov, quand il est là, le jeu défensif est mieux. Et mieux sur la glace, c'est plus structuré. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça de lui. Ce genre de joueur-là, 6 pieds 179, j'aime ça. J'aime ça qu'un gars, il est bon dans les 3 zones, puis il est capable de créer des choses offensivement. Là, dans MHL, c'est la ligue que je l'ai regardé le plus. Son équipe est mauvaise. Il joue pour le Lada, c'est Ladia, en tout cas. Bref. C'est mauvais. C'est tellement mauvais. Fait que Lada, c'est pas la marque de char qui vaut pas 2 cents. Exact. La Ladia Togliatti. Ah, ça fait de bien. Puis souvent, ça fonctionne pas en offensive, mais c'est pas de sa faute. T'sais, c'est ça qui est plate. J'aime pas ça dire ça, mais il crée des affaires, il a pas que ça à la palette de l'autre, puis ça marche pas. C'est plate à regarder. Fait que je sais qu'il est adoré en ce moment sur Twitter, puis je comprends pourquoi. Il y a des habilités, il va falloir que je le regarde plus. J'ai juste regardé 6 fois. Il y a probablement 4 à 5 fois plus que je vais le regarder d'ici juillet. Puis j'ai hâte. C'est un des gars que j'ai hâte de revoir jouer. Je sais que tu l'as pas vu jouer, toi. Hein? Tu l'as pas vu jouer encore. Je l'ai pas vu jouer, mais de la façon que tu me le décris, ça me semble être un Kirill Kirsanov attaquant. Exactement. Avec plus de potentiel, mettons, là. Okay. Puis moins pogné dans le dos. Kirsanov, on va en reparler plus tard. On parle dans pas long. Que tu l'as haut. Puis j'aime ça. J'aime ça que tu l'aies mis haut, parce que c'est un de mes coups de cœur, mais je l'ai pas mis en première ronde, mais c'est un de mes coups de cœur de ce repêchage-là. Il y a plus de fluidité dans son haut de corps que Kirsanov. Vous le regarderez jouer, Kirsanov, là. On dirait qu'il bouge pas du tronc. C'est tellement drôle à voir jouer, mais Zvechkov, il bouge. En tout cas, bref. Puis après ça, au 24e rang, j'ai mis un autre coup de cœur personnel. 5 pieds 10, 181 livres. Il joue pour le programme américain. Dylan Duke. J'ai tellement aimé ce joueur-là. Il produit vraiment beaucoup en ce moment dans la USHL, parce que le programme américain, il joue en USHL. Il joue avec des joueurs excessivement talentueux. Lui, c'est plus une peste, un gars physique, même s'il met 5 pieds 10, 181 livres, il met tout le monde sur le cul, OK? Il n'y a pas de problème. Lui, il joue en avant du net, il fait dévier les rondelles, il prend les retours, il va sur les bandes, il fait de l'échec avant, il back-check, il fait tout ce que vous voulez. Puis je suis sûr qu'il va sortir en première ronde malgré sa grandeur, parce que j'espère qu'il va sortir en première ronde. J'adore ce joueur-là. Puis c'est le genre de joueur que tous les Québécois adorent habituellement. Fait que je serais vraiment pas déçu que le Canadien prenne, mais bon, bref, on ira pas là. Il est né en mars, donc là, il vient tout juste d'avoir 18 ans, il est assez jeune. Il est comme dans le milieu de la cohorte un peu, mais il est assez jeune pareil.
malgré tout le fait qu'il y a le typique joueur de troisième trio, il est capable de jouer avec n'importe quel joueur offensif talentueux. Donc, c'est plus un joueur de complémentaire, qu'on va dire, là. Mais il est capable d'y suivre. Fait que j'ai comme l'impression qu'il a quand même un bon potentiel de devenir un joueur middle six dans une équipe de la Ligue nationale de hockey, mais quand même en ayant un impact vraiment positif. Comme je dis, un coup de cœur personnel. Ben, Dylan Duke, c'est lui qui a écopé pour la montée de dernière minute de Sacha Pastujov. OK. Parce que moi, Dylan Duke, je l'avais 32, puis finalement, je les ai inversés. Fait que je l'ai 33, moi, Duke. Puis c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup aussi. Il y a des fortes chances qu'il réintègre mon top 32 avec les matchs de fin de saison que j'ai pas encore regardé, là, mais je suis pas mal sûr qu'il va réintégrer mon top 32. Là. Puis dans les premières notes que je me suis pris de Dylan Duke, ça vient tout résumer, ça vient tout appuyer ce que tu viens de dire sur lui. Je pense que j'ai marqué le mot tannant. Je l'ai marqué 3 fois. Ouais. C'est tout. C'est vraiment ça, tu sais, il est tannant, il est toujours devant le filet, puis il va dans les dirty areas, dans le slot, dans les coins, très, très, très impliqué. Fait que oui, Dylan Duke, je suis parfaitement d'accord avec le rang de 24, puis sincèrement, ça pourrait être un genre de ranking final, là. Il pourrait être dans ces eaux-là avec moi. Avec la fin de saison qu'il pourrait connaître, là, il pourrait être dans ces eaux-là assez facilement dans mon top 32. Mais à ce moment-ci, malheureusement, il n'a pas fait la cote. Mais puis tu sais, c'est le genre de joueur qui va sortir dans les grandes. C'est le genre de joueur qui va sortir dans les grandes occasions, selon moi, là. Oui. Qui va être capable en série, dans les dernières minutes d'une période ou du match en prolongation. C'est le genre de joueur qui va être. Tu veux l'avoir sur la glace pour créer quelque chose du chaos. Puis il va amener beaucoup aussi, il va amener beaucoup de pénalités chez l'adversaire, selon moi, par la façon qu'il joue. Puis il s'en va au Michigan l'année prochaine. Lui aussi. Sérieux, on va tellement regarder Michigan l'année prochaine. Là. On va en parler avec Simon Servant toute l'année. Ouais, c'est son club. C'est son club, c'est dans toutes les confondues, on dirait. Là. Ça va être incroyable cette équipe-là l'année prochaine. En effet. On va passer au rang 23, 22, 21. Je vais y aller tout de suite avec mes choix. Dans le fond, au 23e rang, on vient tout juste d'en parler. On a soulevé son nom. Défenseur du SKA Saint-Pétersbourg. Le meilleur défenseur d'ailleurs d'équipe Russie au championnat mondial junior, à mon avis. On parle de M. Kirill Kirsanov, que j'ai présentement au 23e rang. Tellement content que tu l'aies mis là. Ah, c'est vraiment là, c'est mon petit Marc-Édouard Vlasic de ce repêchage-là. C'est le genre de comparatif que j'aurais. C'est un gars là que je trouve qui stabilise tout le jeu. Puis on l'a tellement bien vu au championnat mondial junior. La défensive de la Russie au championnat mondial junior était exécrable. Tu sais, ça a pas bien été. Puis le rendement d'Askarov s'en est ressenti aussi. Tu sais, un gars comme Daniel Tchaïka, je m'attendais à un gros tournoi, puis ça a été excessivement décevant. Puis on en reparlera de M. Tchaïka plus tard. Mais Kirsanov a tellement été brillant au championnat mondial junior. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que le calibre va augmenter, son style va tout le temps ressortir pour le placer dans une bonne position. C'est le genre de défenseur que, tu sais, il gradue en KHL, il répond. Défensivement, il est très efficace, il est capable de générer de l'offensive quand même. Puis j'ai l'impression que, mettons, il serait capable aussi de faire ça en Ligue américaine, puis éventuellement en Ligue nationale. Fait qu'au 23e rang, j'ai Kirsanov. Au 22e rang, j'ai Zach Dean, que toi, tu avais au 28e rang. Ouais. Fait que moi, je l'ai 22, joueur de centre des Olympiques de Gatineau. Puis je conclus mon petit bloc de 3 avec mon 21e choix, Monsieur Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ. Je dirais que Bourgault et Dean se suivent parce que j'ai de la misère à départager entre les deux, fait que je les ai collés ensemble. Honnêtement, ça aurait pu être Dean avant Bourgault. Là. C'est vraiment... C'est juste parce que Bourgault, je trouvais que
sa capacité vraiment là, de passer entre les joueurs puis en espace rapproché, le défenseur va être collé sur lui puis avec ses mains, il va être capable de sortir puis de prendre un lancer dans le top alors qu'il est à 2 pouces du goaler. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne de son jeu. Fait que c'est ce qui lui a valu le 21e rang plutôt que le 22e. Écoute, très beau, très belle place. J'ai pas classé Bourgault. Il est très, très près de mon top 32. C'est pas un joueur que, dans le fond, c'est dans mes prochains matchs que j'ai à écouter avec son coéquipier Olivier Nadeau, que j'ai hâte de revoir. J'ai juste vu 3 fois en ce moment et je vais me retaper des matchs complets pour son trio et son équipe au complet dans les prochains jours, semaines. Donc, je l'aime bien Bourgault, là, mais dans les 3 matchs que j'ai écoutés en début d'année, ce qui est pas assez pour le classer dans mon top 32 à mes yeux, comparativement aux autres, là. Ça marchait pas, c'est pas des bonnes games. Je suis pas tombé sur des bonnes games pour lui. Puis c'est ça qui me tannait un peu. Dans le fond, tout ce qui touchait... Il y avait jamais à POC, il la perdait quand il l'avait. Oui, il avait scoré 2 buts, mais c'était plus sur des retours. Donc j'avais aimé son jeu près du filet. Mais il avait pas ça ressorti pour que je le mette dans mon top 32. Mais je sais qu'il est bon. Tu sais, je sais très bien que c'est un très bon joueur. Puis le monde m'a dit « Mais ça n'a pas rapport que tu l'aies en dehors. » Mais c'est un bon joueur, je le sais. Il va être là probablement d'ici à la fin de l'année, mais je le mets pas pour l'instant. Kirsanov, comme j'ai dit, je suis très content que tu le mettes là. Je l'ai vu dans les 3 ligues de la Russie en ce moment. Je l'ai adoré dans les 3 ligues. Il joue la même game dans les trois ligues. Même dans le KHL, je dirais qu'il est encore plus mobile. Il montre encore plus la POC qu'il faisait dans VHL puis dans la MHL. Très content, comme j'ai dit, que tu l'as mis 23e. Je l'ai pas mis dans mon top 32 parce que il a manqué de guts en offensive, mais je crois qu'en KHL, puis même dans VHL, c'est pas son rôle. Il faut pas qu'il fasse ça, sinon il va être benché. Parce que dès qu'il fait une erreur, ils sont benchés souvent, comme on avait avec Romanov en Russie dans les dernières années. Donc, je pense qu'il est capable de le faire comme on a vu au championnat du monde junior. Je l'ai adoré au championnat du monde junior, sérieusement. Là. Il était tellement bon. Comme tu dis, il stabilise tout. Donc, je suis vraiment content que tu l'aies mis là pour qu'on puisse en parler. Et pour Dean, mais j'adore ce joueur-là. Il peut tout faire sur la glace avec une petite touche offensive. Là. J'ai rien contre ce gars-là. Puis, je suis très content aussi que tu l'as mis 22e. Je l'ai plus 28e parce qu'il est copé sur des joueurs un peu plus talentueux que je voyais plus d'étoiles sur la glace, là. Mais bon, c'est pas mal ça. Ben, tu sais, pour ajouter sur Dean, t'en parlais tantôt. Moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'est que ce gars-là, il flotte vraiment sur la patinoire. Il est vraiment très, très, très fluide. J'aime beaucoup sa technique de patin. Puis, je trouve aussi qu'il a le don d'attirer l'attention sur lui quand il a la rondelle. Il est vraiment là... Il va attirer vraiment l'attention des défenseurs adverses. Puis du moment là qu'un coéquipier va être à découvert, il va le cibler tout de suite puis il va faire son jeu. Il a vraiment le sens du calcul à ce niveau-là. Puis, tu sais, je trouvais vraiment aussi qu'il est en mesure de se frayer un chemin en espace restreint sans nécessairement se débalancer dans sa technique de patin. Fait que ça fait en sorte que du moment qu'il va passer, mettons, entre 2 défenseurs, il va prendre son tir rapidement. T'sais. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve que comme joueur de centre, c'est important parce que il va attaquer par le centre souvent, puis il le fait vraiment bien. Puis Bourgault, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que les deux, j'ai quand même un peu de misère là, à les départager. C'est que Bourgault, lui, il va vraiment attaquer en plein milieu. Il y a 2 défenseurs, il les débordera pas, là, il va passer au travers. Puis ça, j'aime ça vraiment beaucoup. Là. Cette année, c'est au niveau de la LHJMQ, c'est peut-être une cohorte un peu moins élite, là. Un peu moins, il y avait Alexis Lafrenière l'année passée, Hendrix Lapierre, Maverick Bourque. J'ai tout le temps le maudit réflexe de dire Bourque. mais quand même, du 15e rang jusqu'au 90, on risque d'en voir beaucoup. Avec les défenseurs, là, Evan Noss, après ça, Plandowski, t'as Joshua Roy aussi, Malatesta, Hawkins, Bourgault, comme on vient de parler. Béliveau, ça va être pas mal plus loin, mais Robida, faut pas le sous-estimer non plus, parce que l'Archie va nous chialer. C'est tellement ça que j'allais dire. C'est une très bonne cohorte quand même pour la LHJMQ, mais moins élite que la dernière année. Là, mais faut pas la sous-estimer. Il y a quand même, le Canadien, s'il y a un choix dans les 20e, puis après ça, 2 choix en 2e ronde, puis des choix en 3e ronde, il y a quand même,
Ça arrivera pas parce qu'il aime mieux les États-Unis, là, à cause probablement de la fenêtre de signature. Mais il y a quand même beaucoup de choix. Je serais quand même déçu qu'il n'y ait pas de gars de Québec d'aller à la JMQ dans les 3 premières rondes pour le Canadien de Montréal, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons choix. Ouais, effectivement. Puis toi, mettons, de ton côté, 23, 22, 21, tu te retrouves avec qui dans ton ranking? 23, j'ai Daniel Sheika. Okay. Je l'avais assez bas avant que je recommence. J'ai écouté 12 fois ce défenseur-là. Je l'avais écouté jusqu'au championnat du monde junior. Fait que avant Noël, là, puis à Noël, je trouvais qu'il était... En le regardant jouer, il était rassurant. On a déjà parlé plusieurs fois. Il était rassurant quand on le regardait jouer. Puis, c'est pas le mot que tu as utilisé. Ce n'est pas le présidentiel. Mot. Voilà. Il y a de la prestance. Mais tout ce qu'il faisait avec la POC, ça marchait pas, puis il perdait, puis ça m'énervait. Puis je le voyais haut ses listes, puis moi, je faisais juste le descendre. Fait qu'il est descendu jusqu'à 27-28 dernièrement. Puis je me suis redonné des games sur retélécharger des parties de hockey sur Instant Hockey. Puis j'en ai écouté 5. Parce que, j'ai passé de 7 à 12. J'ai 12 fois que je l'ai regardé jouer. Puis les 5 matchs, c'est dans MHL. Et écoute, complètement un autre joueur. Pas nécessairement un autre joueur, mais beaucoup plus compétent avec la rondelle. Puis même en défensive aussi pour contrer l'adversaire. J'ai vraiment pas tombé en amour, là, mais redécouvert ce joueur-là. Puis tu sais, c'est un gars de 6 pieds 2 qui patine comme le vent. Fait que très fluide aussi. Fait que tu sais, on peut pas le mettre de côté à mes yeux. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en avant de Logan Mailloux, Scott Morrow, après ça, Solomons. Je l'ai mis en avant d'eux autres parce que j'ai comme l'impression qu'il va être plus attiré aussi. Il va être, en fond, les recruteurs de la nationale de hockey vont être plus attirés par ce genre de joueur-là parce qu'il est plus présidentiel. Il y a plus de prestance à la glace. Il est plus le typique général là, sur la glace. Il faut qu'il prenne du poids sérieusement parce qu'il est pas assez fort encore. Il joue pas physique, pas en tout. Il pourrait être pas mal plus haut de ma liste s'il jouait plus physique. Parce qu'en ce moment, 0 physique, puis j'haïs ça de lui. Mais bon, en ce moment, dans MHL, il joue en série, puis ça va super bien. Fait que je peux pas vraiment chialer. Ensuite, j'ai oui. S'il patine comme le vent, j'espère qu'il jouera pas contre Isaac Rosen parce qu'il va tomber. C'est ça. Ensuite, au 22e rang, j'ai Shea Byum, qui joue dans la USHS. Je l'ai vu, dernier match que j'ai regardé, c'est hier soir. Et je l'ai regardé 6 fois depuis le début de l'année. Il joue dans une ligue un peu moins intéressante au niveau de la compétition, mais il ressort beaucoup plus que Scott Morrow à mes yeux sur l'ensemble de la patinoire. Il va être un peu physique en plus. Il est 6 pieds 3, 201 livres. En début d'année, c'était ça sur Elite Prospect. Là. Un gaucher. Il patine vraiment bien. Très bonne technique. Petite tendance à se faire dévier, à se faire contourner en défensive. Souvent, il va se fier à son poke check, puis il va pincher un peu même dans sa zone, puis il se fait contourner comme un bleu. Ça m'énerve un peu, c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans ma liste. Mais tout le reste, là, A1, il a un très bon tir, bonne passe. J'aime beaucoup ce joueur-là. J'ai dit USHS, mais ça, c'était au début de l'année. Il me semble qu'il est rendu dans USHL. C'est là que je l'ai joué, c'est là que je l'ai vu jouer dernièrement. Je vais regarder chez Byum. Ouais, ça, j'ai vu dans USHL, puisqu'il joue pour Tri-City, pour Sioux City. Ouais, j'ai regardé 3 matchs dans USHL, puis j'ai adoré. En fond, il était pas mal mieux que dans USHS. Donc, pour ça que je l'ai mis très haut. Là. J'aime bien ce défenseur-là. Moi, c'est un défenseur que j'ai pas vu jouer, fait que je me prends des notes. Je vais parce que si tu me dis qu'il est supérieur à Morrow et Soulsman qui sont comme un peu sur le bord d'être kické out de mon top 32, j'ai comme l'impression que ça se pourrait très bien que Byum il se retrouve dans mon top 32, mais écoute, je vais refaire mes devoirs sur lui parce que moi je l'ai pas vu là. Il était dans les joueurs. Il est pas parfait.
Mais je trouve que c'est le meilleur de ce batch-là, parce qu'ils ont tous le même profil un peu, là, très bon, manière de rondelle, bon patin, défensive, on en repassera par moment, mais ils ont tous le même profil, bon gabarit. Mais je trouve que c'est lui qui ressort le mieux, avec Sheika. Ensuite, 21e, j'ai mis Aiden Reschuk. Comme on a parlé beaucoup de lui, on peut passer au prochain bloc de 3, là. Défenseur que j'adore, qui peut jouer n'importe quel rôle, mais qu'il faut qu'il apprenne à mieux gérer son rôle sur la glace. Sois conscient de tes capacités, va pas au-delà pour rien. Joue ta game, puis profite des erreurs de l'adversaire pour faire mieux. Mais bon, bref. Ensuite, tu que j'y aille ou tu y vas? Comment tu vois ça? Ah, vas-y, que tu peux continuer pour le 20e, parce que moi, dans ton dernier bloc de 3, Bayham, je l'ai pas vu jouer. Puis Reshchuk, on en a parlé. Puis Shaika, je vais en parler bientôt, à peu près. OK. Vers la fin de l'épisode. J'ai un autre défenseur qui m'est popé d'en face assez rapidement dans mes visionnements. J'ai adoré ce joueur-là. Puis ça s'est confirmé durant le championnat du monde junior. C'est Stanislav Zvozil. Très bon joueur de hockey. Patin top 1. Sérieux, il est A1 au niveau du patin. Défenseur gaucher, 6 pieds 1, 172 livres. La seule affaire qui est étonnante, c'est qu'il joue en République tchèque dans la meilleure ligue là-bas. Mais quand même, il réussit à produire. Pour son âge, il est un des meilleurs défenseurs de tous les temps de la ligue. Avec, comment il s'appelle? Brent Clark. Puis il y a un gars de 17 ans. 16-17 ans, Nemec. Bref, Zvozil, très bon défenseur. Vous l'avez vu sûrement dans le championnat du monde junior avec la République tchèque. Très bon patin, capable de monter à pas, créer des jeux, très bon lancer. Défensif, il est pas mauvais. Il prend des chances des fois au niveau physique. Puis c'est la même chose en Ligue de République tchèque, mais en Ligue République tchèque, il faut vraiment qu'il apprenne à domper à POC dans le fond de la territoire. Je sais que c'est un conseil un peu spécial, là, mais il garde trop souvent la POC, puis il se fait, dans le fond, le jeu qu'il va essayer de créer, il va mourir sur le bord de la bande. C'est très défensif là-bas en République tchèque. Et c'est très rare qu'il y ait des matchs qui se finissent 10 à 2, mettons. Là. Là-bas, c'est plus du 3-2, 2-1. Tu sais. Fait que là, pour lui, il faut vraiment falloir qu'il apprenne à lire le corps défensif pour dire OK, ça donne rien. Si je garde la rondelle, je vais l'envoyer dans le fond. Je vais utiliser ma mobilité pour aller la chercher, puis mon élan pour aller chercher la rondelle. Mais j'ai comme l'impression que c'est plus le style de jeu de son équipe. T'sais, ils disent non, débarrasse-toi pas de la rondelle, garde-la, puis on va essayer de faire des affaires. Mais souvent, ça donne rien. Fait que ça m'énerve. C'est pour ça qu'il est pas plus haut dans ma liste. Il pourrait être plus bas. Selon moi, il va sortir plus bas que ça au repêchage, mais j'aime tellement son potentiel puis son tournoi qu'il a eu, même s'il n'a pas produit beaucoup, que j'ai pas eu le choix de le mettre assez haut. Zvozil, je le placerais dans mes petits préférés de cette cohorte-là. Moi, je l'ai un petit peu plus haut. Puis la raison est fort simple, c'est que les seuls matchs que... Moi, je l'ai vu 6 fois cette année. Ouais, 6 fois. Puis tous ces matchs, c'est à la Karjala Cup ou au World Junior. Fait que moi, je l'ai vu dans les compétitions internationales. Je l'ai jamais regardé en République tchèque. Fait que, est-ce que... Tu sais, si je l'avais regardé en République tchèque, est-ce qu'il serait plus bas? Possiblement. Je sais pas. Fait que c'est là que ça vient comme un peu... tu sais, ça dépend tout le temps des matchs que tu as regardés, mais tu sais, moi, je trouvais que dans la Karjala Cup et dans le World Junior, l'opposition était plus élevée. Je trouvais que son jeu était vraiment très bon. Tu sais. Fait que, moi, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut. Là. On va en parler incessamment dans cet épisode. C'est bien correct qu'il soit plus haut, là, parce qu'il y a des habiletés, ce joueur-là. Là. Tu sais, la République tchèque, la ligue là-bas, c'est pas une ligue que je connais beaucoup non plus. Tu sais, à part avoir vu Jan Michak là-bas, j'en connais pas beaucoup de cette ligue-là. Fait que c'est peut-être plus courant de voir un défenseur faire ça, mais bon, bref. Les habiletés sont là. Tu sais, je suis pas faut pas s'envoiler les yeux, mais bref. 19e rang, j'ai Nikita Shibirikov. Un joueur russe, très dynamique avec la rondelle, petit, 5 et 10, 161 livres. Il a joué dans les 3 ligues, je me souviens bien, en Russie. Bon patin, excellent marqueur de but. Je l'ai vu 9 fois. Je vais dire, je l'avais vu 11 fois, mais lui, je l'ai vu 9 fois. Puis l'affaire qui sort le plus dans mes visionnements, c'est qu'il faut qu'il lève la tête. Il faut qu'il lève la tête. Et il est vraiment bon là, pour
pour prendre la rondelle, la monter, déjouer des joueurs, mais il joue avec la rondelle, la tête entre les deux jambes, puis il se fait ramasser, là. Ça, je comprends pas pourquoi il joue encore au hockey, ce gars-là. Ce qui est pire, Il va c'est falloir pas. qu'il apprenne. Ce qui est pire dans le cas de Chebukov, c'est pas les fois qu'il se fait ramasser, c'est les fois qu'il se fait pas ramasser. Parce que c'est moi tout, là, dans le visionnement que j'ai fait de lui, là. On a été à quelques fractions de seconde d'avoir des mauvaises séquences, là. Ça aurait pu être très dangereux pour lui, là. Ouais, puis tu sais, des fois, dans le national de hockey, le monde, ils sont moins gentils. Tu sais, ils sont plus, je te plaque ta tête dans tes deux jambes, c'est ton problème, je te plaque dans le chest, mais tu te ramasses sur le cul, puis tu perds le souffle, puis tu donnes une commotion cérébrale. Fait que tu sais, il va tellement falloir qu'il change sa façon de jouer à ce niveau-là, surtout en relance, parce qu'il va crever sa glace. Faut qu'il améliore ça. Mais niveau talent, tu sais, il peut faire ce qu'il veut avec la rondelle. Il est très bon fabricant de jeu, excellent pour marquer des buts. Fait que ça, je peux pas chialer. Ensuite, j'ai un Suédois, Oscar Olausson, au 18e rang. Je l'ai vu en national, je l'ai vu aussi dans, si je me souviens bien, je l'ai vu aussi en SHL, puis il me semble aussi en hockey en Allsvenskan, excusez, je me suis trompé, en Allsvenskan, puis au championnat du monde junior. Dans la nationale, c'est un gars qui est capable de contrôler le jeu, tu sais, qu'il était plus fort que la compétition. C'est pas un gars qui a produit à fond, là, mais il est plus fort que la compétition en nationale. J'ai bien aimé sa façon, surtout le power play, là, c'était quelque chose. Capable aussi de jouer en défensive. Mais en SHL, j'ai pas aimé son jeu, puis ça m'a vraiment tanné. Je l'avais très haut au début de l'année dans mon classement des attaquants, parce que j'avais quasiment juste vu en national, puis j'avais été impressionné par son jeu. Je le comparais quasiment à Eklund, puis à Eklund en début d'année. J'étais comme, ça va jouer entre les deux. Là, j'ai découvert Lucelle, fait que il a baissé. Puis en SHL, j'ai pas trouvé qu'il y avait une belle progression de son jeu, puis ça m'a vraiment tanné. Puis dans le championnat du monde junior, il jouait sur le 4e trio, fait que c'était pas le mieux pour lui, mais il y avait des bonnes missions défensives, il est capable de plaquer, puis un bon patin. C'est pas un mauvais joueur de hockey, loin de là. Je l'ai quand même 18e sur ma liste, là, c'est pas rien, là. Il y a un très bon shot, comme il est capable de jouer à gauche, à droite, 6 pieds 2, 181 livres, bon physique, capable de plaquer. Mais d'après moi, c'est le genre de gars qui va descendre sur ma liste et non pas monter s'il change pas s'il n'y a pas plus de progression dans son jeu, là. Mais tu sais, très bon joueur de hockey, il va sortir en première ronde, je suis pas mal sûr. Je trouve ça intéressant quand tu apportes le point de sa transition entre la nationale et la SHL, parce que moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est après la SHL, quand il est retourné en Allsvenskan. Ouais, c'est pas mieux. Sérieusement, moi, puis tu l'as dit, puis je suis d'accord avec toi. Olausson, en fait, pour la première fois de l'épisode, on a un joueur classé à la même place. Bon. Parce que moi, Olausson, je l'ai également au 18e rang, puis je vais enchaîner tout de suite pour bâton le fer pendant qu'il est chaud. Mais moi, sa transition en revenant de la SHL en Allsvenskan, j'ai trouvé ça très difficile. On dirait qu'il a repris le tempo de la Allsvenskan au lieu de conserver le tempo de la SHL. Les attaques beaucoup plus linéaires, temps de réaction un petit peu plus lent que je me suis noté. C'est pas lui qui va chercher la rondelle, il attend qu'elle vienne à lui. Puis ça m'a beaucoup dérangé. Puis ça, c'est en Allsvenskan. T'arrives de la SHL. T'es supposé être une coche au-dessus. T'es supposé avoir une expérience que bien des joueurs dans la Allsvenskan n'ont pas. Puis t'attends que la rondelle vienne à toi. Moi, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Puis il est vraiment sur une pente plus descendante dans mon ranking, je dirais, pour cette raison-là. Mais au début de l'année, je trouvais donc bien que c'était un joueur qui avait un tir vif. Il décochait rapidement. Il trouvait toujours le bon axe de tir. Il se repositionnait vraiment bien pour aller chercher le meilleur angle de tir. Tu sais, je le voyais comme un très bon franc-tireur, là. Mais on dirait qu'après la SHL, je trouvais qu'il se fiait un peu trop là-dessus. Comme je disais, il attendait qu'on lui donne pour prendre son tir. Ouais. Au lieu d'aller se créer des occasions. T'sais.
Puis je trouvais aussi qu'il se faisait beaucoup bloquer quand il tentait de déborder en 1 contre 1. Fait que Olofsson, 18e, c'est bon, là, mais je pense qu'il pourrait être plus bas, mettons, dans mon ranking final. Moi aussi. Mais si je reviens au 20e rang, ben on reparlera pas de lui parce qu'on en a parlé beaucoup. C'est Aatu Räty ou Aatu Räty pour les anglophones et francophones comme nous. Je l'ai au 20e, puis au 19e rang, j'ai Matthew Coronato. Le bon vieux Coronato du style de Chicago, que je l'ai au 19e rang. On l'aime-tu, ce joueur-là? Ah oui, ben le style en général, on les aime beaucoup, là. Puis là, j'ai un blanc parce que je voulais comme dire son surnom à Coronato, puis je m'en souviens pas. Parce que Farrell, c'est Meatloaf. Oui. Je m'en rappelle pas. En tout cas, c'est pas bien grave. Le bison, c'est qui? Bison, c'était pas Brendan Brisson. Non. Ah, mais c'est peut-être Coronato. C'est peut-être Coronato. Bref, on fera pas le tour nécessairement du Zoo de Granby pour y trouver un surnom parce que Mike Citron, le descripteur des matchs, le fait très bien. Mais c'est ça, c'est The Bison? Oui, The Bison. Ah, bon. Boom. Donc, le bison, c'était le Jaguar. C'est ça, c'est le Jaguar. Bref, notre petit ami le bison, c'est vraiment un très bon talent de marqueur. Je trouve qu'il y a vraiment un bon tir. Il sait s'en servir vraiment à des moments clés. En avantage numérique, c'est une machine à marquer des buts. Coronato, vraiment, là, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup à regarder. La seule petite chose qui me dérange dans son jeu, c'est que c'est pas vraiment le genre de joueur qui va aller percer l'offensive puis qui va rentrer dans les défenseurs. C'est lui qui il va rentrer dans la zone, exemple, puis il va comme longer un peu le cercle de mise en jeu pour se donner un angle, comme pour déborder puis finalement prendre son tir, tu sais. Mais il le fait quand même souvent, ça. Fait que j'aimerais ça quand même le voir un petit peu plus créatif puis un petit peu plus agressif dans ses percées offensives. Mais c'est pas un problème en soi parce qu'il a tellement un bon tir que même quand il fait ça, il est capable de marquer des buts. Là. Il est amplement capable. Il me fait beaucoup penser à Suzuki dans le junior puis à Cole Pufferdy aussi. Deux joueurs très intelligents qui voient la puck, anticipent puis qui ralentissent toujours le jeu parce que le patin est pas nécessairement là. Mais tu sais, 5 et 10, 181 livres, donc même s'il est petit, il a quand même un bon physique. Je l'ai vu plusieurs fois jouer un peu comme toi, là, parce qu'on la regarde beaucoup, cette équipe-là. Moi, je l'ai 16e. Je te prends le punch. Là. Le dernier joueur de mon top de cet épisode-là, c'est Matthew Coronato. Okay. Un de mes joueurs préférés. Écoute, pas pour rien qu'il produit beaucoup, c'est parce que excellent shot, capable de créer des jeux pour ses coéquipiers. Leur avantage numérique, c'est un cheat. Là. Il y a tellement des bons joueurs dans cette équipe-là, c'est fou. Là. Puis tu sais, avec Farrell, ce gars-là, il produit à un rythme vraiment élevé. Puis vu qu'il y a Farrell avec lui, il n'y a pas besoin de se tirer partout puis de contrôler le jeu, de tourner en rond pour créer des lignes de passe. Farrell est là pour ça. Puis il se voit sa glace sans se voir. Fait que j'adore Coronato. Je suis content que tu l'aies mis assez haut aussi. Comme ça, on se chicanera pas. Mais on va peut-être se chicaner pour mon numéro 17, là, mais bon, on verra rendu là. Mais écoute, très d'accord avec ton lot de 3 joueurs ici. Là. Ben, vas-y donc avec ton 17 puis 16e. On va closer l'épisode là-dessus. Puis, ben, qui sait, peut-être qu'on va s'ostiner sur ton 17e. Je sais pas c'est qui t'as. Je sais pas si tu l'as vu jouer. C'est un gars qui a joué dans USHL. C'est Ayrton Martino. Je l'ai mis très haut dans mon top 32. Ouais. On peut en parler. En ce moment, il y a une fin de saison incroyable au niveau de la production. C'est un des gars les plus dynamiques en offensif que j'ai vu dans tous mes visionnements. En zone neutre aussi, il est excellent en repli pour voler. Il est vraiment sournois, en fait, là, en zone neutre. En défensive,
il est pas bon pantoute, là. Il a pas de l'air à vouloir être là, mais ça m'énerve habituellement. Mais chez lui, tout ce qu'il a fait en offensive a complètement... s'est fait pardonner, dans le fond. Pour tout ce qu'il fait en offensive, a pardonné tout ce qu'il fait en défensive. Puis j'ai aimé le fait qu'il est capable de créer des revirements en zone neutre. Ça me prouve qu'il y a quand même une bonne conscience défensive, un vouloir d'y aller, puis une certaine compétence aussi. Mais il va falloir qu'il travaille là-dessus pour devenir un pro. Tu sais, 5 et 10, 170 livres, il sera jamais un gars physique, là, il est faible. Mais pour tout le reste, shot après ça, tu sais, il est capable de battre un gardien de but, clean shot, sans problème. Dans l'enclave, là, il est capable de battre les gardiens de but. Ensuite, capable de déborder les joueurs, une très bonne explosion, patin incroyable. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je l'ai mis haut. Là, tu sais, j'ai peut-être poussé un peu à la note là, pour donner un show, mais sérieusement, j'adore ce joueur-là. C'est comme un peu mon Lucas Rachel, mon Yann Michak de cette année, là, quand on avait fait le classement de mi-saison l'année passée. Là. Je les avais mis très haut, mais c'était un peu le candidat avec le 15e choix de mon top 32, là, lui, qu'on va dire dans le prochain épisode. Là. C'est pas mal un gars que je sais qui va sortir plus bas, mais j'adore. Puis au 16e, tu disais que tu avais Matthew Coronato, c'est bien ça? Coronato, oui. Alright, fait que toi, tu closes avec The Bison. Moi, écoute, pour Martineau, j'ai vu un match. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment m'ostiner avec toi. Là, tu sais, je vais me fier sur tes observations parce que tu m'en as parlé aussi de ce joueur-là. Puis quand tu m'en as parlé, je suis allé le voir jouer. Surtout que il joue pour les Lancers d'Omaha. Puis je trouve ça plate, par exemple, parce que sérieusement, j'ai vraiment beaucoup regardé Jakub Dobeš. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'ai même pas porté attention à Martineau, là. Fait que, tu sais, c'est le genre de joueur que si j'avais vraiment porté attention, puis, tu sais, je débute dans le métier, puis on dira pas de scout parce qu'on n'est pas des scouts, là, on est des observateurs de talent. Fait que avec l'expérience, je vais apprendre qu'en regardant un joueur, c'est bon de regarder le roster avant parce que tu sais, c'est clair que Martineau, j'aurais possiblement un 6-7 matchs de vue de lui. Parce que c'est à peu près ça que j'ai vu de Dobeš à la date. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai regardé un match à la date de lui, puis ça a tombé sur un match qui m'a pas particulièrement plu. Je l'ai regardé en même temps que Cole Sillinger, fait que c'est clair que tu sais, mes yeux étaient vraiment rivés sur Sillinger, puis j'étais comme, la coche est pas là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que Martineau, tu sais, je peux pas vraiment m'ostiner, mais tu sais, c'est le genre de joueur que je vais devoir regarder de nouveau pour voir s'il peut pas éventuellement embarquer dans mon top 32. Moi, de mon côté... Je dirais persiste avec Martineau, surtout dans les matchs de fin d'année, là, parce que en plus de Dobeš, si tu peux avoir des matchs contre Tri-City Storm ou bien des matchs contre le... Quel autre? Je vais me setter des matchs comme contre Bayum. Comme ça, je vais être sûr de scorer les deux en même temps. Fait que je vais maximiser mon temps pour ça. Puis ouais, c'est ça, comme tu disais, Cole Sillinger, puis le défenseur Brent Johnson dans la même équipe que Sillinger. Si tu peux te mettre ça, là, d'après moi, tu vas avoir du fun. Ouais, ça devrait. Moi, de mon côté, on parle de défenseurs, mais je closerais l'épisode avec mon rang 17 et 16, qui sont deux défenseurs. J'ai Daniel Chaika et Stanislav Svozil, qui vient closer mon 16e rang. Chaika, je dirais qu'il va peut-être plus descendre que monter. Pour les raisons que tu as évoquées également, je l'ai quand même regardé beaucoup, mais il va falloir que je le regarde de nouveau, surtout en KHL et en VHL pour d'ici la fin de l'année. Parce que beaucoup de mes visionnements, tout comme Kirsanov, étaient pendant la Karjala Cup et pendant le championnat mondial junior,
un tournoi qui a été assez atroce pour le défenseur. Fait que je suis resté Ouais, un ça. peu avec un goût amer en bouche quand j'ai regardé Shaika. Fait qu'il va falloir que je me concentre sur lui parce que il va glisser, là. Il risque de plus glisser, je dirais. Tu le regarderas vraiment dans la série, dans MHL. D'après moi, tu vas leur réaimer, ce gars-là. Je me mets ça à mon agenda. Puis, ben, Svozil, pour, tu sais, on en a parlé tantôt, là, mais Svozil, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il bouge beaucoup de mon mid top 32, là. Tu sais, il va rester vraiment dans le noyau de mon top 32. Il va rester dans le milieu. Puis, je pense pas qu'il bouge beaucoup. Je penserais pas. C'est un défenseur que j'aime beaucoup, puis j'ai trouvé au championnat mondial junior que son aspect physique était beaucoup plus présent. Ça m'a vraiment plu. Il a fait une mise en échec cochonne, là, on s'entend, là, mais Ouais. on s'en souvient, là, mais c'était limite, là, mais tu sais, il y a tellement pas de défenseurs physiques dans ce draft-là que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh! On en a peut-être un! On en a peut-être un défenseur physique! » C'est tannant parce qu'il y a des défenseurs avec un très bon gabarit, un bon patin, mais personne plaque. Personne donne des coups de bâton en avant du filet, sauf Barons puis Svozil. C'est ça. Que, mais c'est deux défenseurs qu'on pourrait voir en deuxième ronde, tu sais. Qu'on pourrait peut-être même pas voir en première ronde. Mais c'est des gars physiques, tu sais. Fait que très plaisant comme exercice, mon cher Pascal. On espère également que le monde qui nous ont écoutés ont toffé jusqu'à la fin parce que c'est quand même plus long comme épisode que les épisodes réguliers parce que quand on part sur les espoirs, écoute, je pense qu'on aurait pu on aurait pu toffer ça plus longtemps encore là. Oui. On va se réunir de nouveau la semaine prochaine pour le top 15. Donc pour ceux qui écoutent l'épisode pour le top 15 va être disponible également sur le TSLH podcast sur toutes les plateformes la semaine prochaine. Du moment que nous, on enregistre là, dans la même semaine, on publie ça. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Ceux qui trippent là, sur le repêchage, partagez-nous vos listes. Envoyez-nous-les, que ce soit sur Twitter. Pascal, c'est sous le radar, je crois, pour te rejoindre sur Twitter. Moi, c'est Matt Baramba Paradis. Jasez avec nous sur Twitter, puis venez aussi nous jaser sur l'application Discord. Je vais mettre le lien dans la description. Venez nous partager vos listes. Si vous observez des espoirs, puis que vous faites ça par pur plaisir ou de quoi de même, partagez vos listes, puis on va en discuter, là. Le domaine des espoirs, là, il n'y a pas rien de coulé dans le béton. Chaque personne a son opinion, puis c'est le fun d'en discuter. Puis on est bien ouvert à ça. Fait que venez jaser avec nous de vos observations si observations il y a. Puis on se donne rendez-vous dans quelques jours parce que je vais être de retour dans un podcast lundi. Puis Pascal puis moi, on va être de retour pour le top 15 du top 32. Ça fait pas mal de top dans ce que je viens de dire, mais bref. On va probablement avoir aussi un épisode du Scoutcast la semaine prochaine. Oh, ok, tu nous réserves des petites capsules d'espoir. Super, ben c'est vrai si jamais, parce que là, présentement, on a quelques capsules du Scoutcast disponibles sur le TSLH podcast qui visent beaucoup des joueurs qu'on va parler du top 15 dans le prochain épisode. Donc, abonnez-vous parce qu'on a énormément de contenu repêchage qui s'en vient. Puis, imaginez-vous qu'on n'a même pas parlé de Cole Caulfield puis on n'a même pas parlé de la NHL dans cet épisode-là. Fait que le prochain épisode avec Max, on va avoir encore plus de contenu à jaser.